Alors, votre question en fait englobe toute une vaste de raisonnement géopolitique, mais tout d'abord en fait, si on prend déjà la Méditerranée, donc les Américains l'aperçoivent pas au même titre que les Européens, c'est-à-dire que les Européens nous perçoivent en tant que rive sud, et donc au titre d'un voisinage stratégique qu'il convient de construire. Les Américains perçoivent la Méditerranée selon un axe ouest-est, c'est-à-dire au titre d'un couloir qu'il convient de sécuriser, de contrôler, parce qu'il mène tout simplement au gisement pétrolier donc du Golfe Persique. Donc c'est pas la même vision. Et à ce titre, le Maghreb fait partie en réalité d'une zone beaucoup plus vaste qui est la zone MENA. Et au sein de cette zone MENA, donc les Américains la découpent en trois grands sous-ensembles. Donc le Mashriq central, qui occupe au sein de leur raisonnement géopolitique la priorité, parce que du fait de la centralité du conflit israélo-palestinien. Ensuite, il y a le Golfe Persique, compte tenu de leur nécessité de sécuriser leurs approvisionnements en matières premières et notamment pétrolières et gazières. Et enfin, intervient le Maghreb. Donc, le Maghreb occupe la troisième position. Ensuite, les Américains adoptent ce que l'on appelle, et un de vos analystes l'a très bien décrit, c'est M. Belhan, qui est algérien, une logique de couplage-découplage. C'est-à-dire que soit ils découplent le Maghreb de ce vaste ensemble MENA et ils adoptent une stratégie qui est particulière et singulière à l'égard de cet espace, soit ils le couplent à l'égard des deux autres espaces, recherchant l'appui de certains États maghrébins vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Et donc à ce titre, le cas algérien est symptomatique parce que justement l'Algérie se distingue par exemple des Marocains et relativement des Tunisiens relativement à cet appui, c'est-à-dire qu'elle ne l'octroie pas. Elle condamne au contraire la politique américaine de soutien à Israël dans une certaine mesure. Donc ce couplage-découplage devient extrêmement complexe à l'égard des Algériens. Néanmoins, les Marocains, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans le cadre donc de leur volonté également de sécurisation de leurs approvisionnements en pétrole et en gaz, de leur volonté de diversification, si on veut être plus précis, ont rehaussé l'Algérie au sein de leurs préoccupations stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience que l'Algérie occupait un poids considérable au sein du Maghreb et que c'était un acteur qui était devenu incontournable. Néanmoins, un acteur pas facilement malléable et pas facilement prévisible. Donc, je vous donne un exemple. Les Marocains ont obtenu le statut d'alliés sûrs. Pourquoi ? Parce que les Marocains adoptent une ligne de conduite qui correspond à peu près, ou qui s'insère parfaitement dans les intérêts stratégiques américains, et il y a une prévisibilité de leurs actions, c'est-à-dire c'est pas un acteur libre. Les Algériens peuvent être considérés vis-à-vis de la politique américaine comme un acteur libre. Donc cette imprévisibilité fait que les Américains marchent sur des œufs au sein du théâtre maghrébin et vis-à-vis de l'Algérie. Donc il lui octroie un statut particulier qui est en train de prendre de l'envergure dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, je le répète, dans le cadre d'une volonté aussi de sécuriser leurs approvisionnements en pétrole et en gaz. Il tente donc d'ériger l'Algérie, de la pousser à agir en tant qu'État pilote de la lutte contre le terrorisme au sein de la bande sahélienne, ou au sein de la bande sahélo-saharienne, mais en même temps il s'en méfie énormément. Ce qui distingue leur politique à l'égard du Maroc, qui est beaucoup plus clair et limpide. Et donc, ils veulent aussi ménager leurs alliés marocains, c'est-à-dire ne pas froisser les Marocains par un rapprochement trop concret vis-à-vis des Algériens. Donc c'est très complexe. Pour les Américains, je le répète, à mon sens, à l'égard des Algériens, leur priorité c'est toujours les Marocains en tant qu'alliés sûrs. Néanmoins, ils veulent jouer un peu la carte algérienne, notamment quant à leur volonté de sécurisation de leurs approvisionnements d'abord, parce que les Algériens possèdent des richesses extrêmement importantes en gaz et en pétrole, donc c'est toujours une carte dans leur jeu de diversification de leurs approvisionnements, et puis parce qu'ils veulent également contrer
la présence chinoise à l'échelle du continent africain, mais également à l'échelle du Maghreb. Et enfin, je dirais, dans une certaine manière, lutter contre le terrorisme, moi j'aurais tendance à dire à la criminalité, donc qui affecte de manière très sensible la bande sahélo-saharienne. Et à ce moment-là, oui, compte tenu de son potentiel militaire et de son expérience dans le domaine, il joue la carte algérienne. Et c'est à ce titre-là qu'ils sont prêts à négocier un contrat d'armement avec les Algériens d'un montant qui avoisinerait les 2 ou 3 milliards de dollars, mais touchant du matériel bien ciblé, bien spécifique, c'est-à-dire essentiellement donc des drones assez modernes, équipés donc de capacités de frappe au sol, c'est-à-dire de missiles donc air-sol, des lunettes de vision nocturne, du matériel électronique donc d'écoute et de renseignement, etc. Mais c'est absolument pas, si vous voulez, du matériel militaire de nature offensif, qui pourrait froisser justement les Marocains. Les Américains ont pris conscience de l'importance et du poids, entre guillemets, géopolitique, si on peut le dire, de l'Algérie au sein de sa région et de son flanc sud, c'est-à-dire la bande sahélo-saharienne. Donc les Américains ont besoin des Algériens et ont besoin de jouer la carte algérienne. Donc, mais c'est toujours dans la même logique, on a besoin des Algériens, néanmoins, ça n'est pas un acteur facile, ça n'est pas un partenaire facile, au même titre que les Marocains. Donc, les Marocains, c'est notre allié sûr dans la région, on doit le ménager, et donc, notre attitude ou notre stratégie à l'égard des Algériens ne doit pas déstabiliser notre partenariat avec les Marocains. Donc, c'est vraiment, ils marchent sur des œufs. Mais à mon sens, ils n'ont aucun intérêt à marginaliser l'Algérie, loin de là. À mon sens d'ailleurs, tout ce qui se passe là au sein de la bande sahélo-saharienne, etc., toutes les initiatives prises par l'Algérie ont pour objectif principal d'éviter ou d'entraver l'implantation d'une puissance étrangère, et notamment des États-Unis, dans son voisinage. Les Algériens n'en veulent absolument pas. Et ça s'explique par l'histoire, de toutes les manières. D'accord. Donc, allez-y, je vous en prie. Oui, donc à mon sens, oui à une coopération ponctuelle, non à une installation militaire en Algérie et dans le voisinage algérien. Ah oui, non, mais en fait, il y a un jeu géopolitique, c'est-à-dire, comme disent les Chinois, le jeu de Go est ouvert. Donc, chacun va positionner ses pions, et on y assiste très bien, pas uniquement à l'échelle maghrébine, mais à l'échelle africaine entièrement, si vous voulez. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut apporter une précision à nos auditeurs, c'est-à-dire que, à mon sens, ce sont les Américains qui réagissent, et non pas les Chinois et les Russes. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que les Américains, suite à la chute de l'Union soviétique, se sont quasiment retirés d'Afrique, c'est-à-dire ont accordé très peu d'intérêt stratégique à l'Afrique. Or, aujourd'hui, nous assistons, de manière générale, à un reclassement géopolitique du continent africain, c'est-à-dire qu'il retrouve sa centralité géopolitique. Il est convoité, l'Afrique est convoitée, l'Afrique, à mon sens, est un continent d'avenir. Bon, elle est convoitée par une série de puissances qui cherchent à se positionner au sein de ce damier ou cet échiquier. Les Américains ont été pris de vitesse par les Chinois, c'est-à-dire les Chinois ont déployé une diplomatie et une stratégie extrêmement audacieuse à l'égard du continent africain, en jouant de leur double rôle, de leur double casquette de puissance pays en développement et en même temps de puissance émergente. Ils jouent sur ces deux leviers et ils exploitent les failles du discours occidental qui consiste à dire on vous octroie des aides mais à condition que vous respectiez la démocratie, c'est ce qu'on appelle donc la conditionnalité. Les Chinois n'en ont que faire. À leurs yeux, il n'y a qu'une seule condition à respecter, c'est la non-reconnaissance de Taïwan. Le reste importe peu, les modalités importent peu, c'est au contraire la condamnation du modèle occidental et l'offre d'un modèle justement
alternatif qui permet aux pays africains, et y compris également à certains pays maghrébins, de relativiser, voire de briser leur face-à-face avec les anciennes puissances coloniales ou avec le monde occidental en règle générale. Donc c'est plutôt à mon sens les Américains qui ont pris conscience qu'il était dans leur intérêt de revenir sur le continent africain, et trois motivations sont à la base de ce retour géopolitique. Il ne s'agit pas, à mon sens, de favoriser la démocratisation africaine ou maghrébine. Il ne s'agit pas de la promotion des droits de l'homme, ce qui relève de leur rhétorique habituelle, ou de l'assistance à travers les programmes de développement économique, etc. Les véritables raisons sont simples. Contrer le jeu chinois, c'est la première. La deuxième, c'est la sécurisation de leurs approvisionnements en pétrole et en gaz et en matières premières à l'égard du continent africain. Donc à mon avis, ce sont les deux piliers essentiels. On pourra parler de la lutte contre le terrorisme, qui est justement, on viendra... le deuxième pilier, entre guillemets, mais pour moi, les deux essentiels sont les premiers que je viens de citer. Le troisième est instrumentalisé. La Chine utilise en fait les leviers de la diplomatie et les leviers économiques. Donc c'est-à-dire que la Chine est un acteur influent sur la scène internationale, c'est un acteur majeur. À mon sens, ça va être l'acteur qui va, entre guillemets, peser sur la future géopolitique mondiale de manière extrêmement significative. C'est lui qui façonnera le monde du XXIe siècle. À moins gros incidents, chose à laquelle je ne crois pas énormément. Mais donc, les Chinois jouent justement de la carte, entre guillemets, de pays tiers-mondistes, c'est-à-dire les rapprochements, et en même temps de puissances crédibles, offrant donc des alternatives aux offres occidentales à ces pays-là. Donc ils brisent le face-à-face. Ils permettent aux pays du Maghreb, à certains pays du Maghreb du moins, et ils permettent à certains pays africains aussi de relativiser un face-à-face qui était contraignant parce qu'il était conditionné. Il y avait des conditionnalités. Les Américains ont toujours un discours de conditionnalité. Les Européens, c'est la même chose. On l'a vu avec la politique européenne de voisinage, etc. Ça n'est pas le cas des Chinois. Les Chinois sont là pour venir faire du business. Donc ils offrent le win-win. C'est une politique extrêmement pragmatique. Ça, c'est sur le levier économique. Le levier diplomatique, ils apporteront leur soutien à d'éventuels pays lorsqu'ils sont marginalisés sur la scène internationale. On l'a vu, ça a été le cas pour le Soudan. C'est le cas pour le Mozambique. L'Iran, le jeu chinois est extrêmement subtil. Ils exploitent les failles du discours occidental. Et ils ont raison. C'est extrêmement habile. Pour répondre justement sur, à mon sens, qu'est-ce que le terrorisme finalement? Déjà, c'est la première question qu'on doit se poser. Donc effectivement, il y a eu depuis 2007 Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, qui c'est une espèce de franchise d'Al-Qaïda visant à internationaliser, à régionaliser le djihad à l'échelle maghrébine. Elle a remporté certains succès au cours de l'année 2007, il est vrai. Néanmoins, depuis, elle ne fait qu'essuyer des revers sous les coups de butoir donc de l'armée et de la police algérienne. Donc forcément, son centre de gravité s'est décalé vers le sud. Pourquoi vers le sud? Parce que tout simplement, c'est une zone grise qui échappe au contrôle régulier des États qui la composent. Pour une raison qui est simple, ce sont des États, entre guillemets, des failed states, c'est-à-dire des États qui rencontrent de nombreuses difficultés, des difficultés extrêmement importantes, quant à la sécurisation de leur espace, de leur territoire, et quant à le renforcement de leur souveraineté, si vous voulez. C'est-à-dire que donc l'espace sahélien est extrêmement poreux. C'est une zone sous-défendue. C'est un échiquier tourmenté. Et donc, il est propice effectivement à l'implantation de groupes dissidents, de groupes mafieux, de groupes criminels,
souhaitant profiter justement de la faiblesse de ce territoire-là. Alors vous me dites, il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Là actuellement se déroulent les exercices Flintlock 2010, donc pilotés par les Américains dans le cadre de l'initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme. C'est vrai. Néanmoins, à mon sens, je pense que c'est peu. Alors il y a eu un quartier général qui a été inauguré à Tamanrasset en Algérie pour justement fédérer la lutte contre le terrorisme à l'échelle de 4 pays, donc avec les Mauritaniens, les Maliens et les Nigériens. Mais c'est insuffisant, à mon sens. Alors j'aimerais développer 2 points. D'abord revenir sur la nature de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Qu'il y ait nécessité d'une réaction, c'est indéniable. Qu'il y ait nécessité de sécuriser une zone grise, c'est indéniable. Par contre, il convient d'identifier la menace. Ça, c'est un facteur extrêmement important. Et c'est là où j'introduis une nuance dans mon discours. C'est-à-dire que, à mon sens, Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a potentiellement une violence politique islamique. Ça, c'est possible. Il y a une lame de fond islamique qui traverse et qui secoue les populations avec les confréries soufis. C'est indéniable. Néanmoins, qu'il y ait un terrorisme islamiste organisé avec une tête pensante, etc., je n'y crois absolument pas. Donc, à mon sens, que ça s'appelle AQMI, donc Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, ou autre chose, il s'agit plutôt d'acteurs criminels qui cherchent à tirer profit du désordre d'une région, et donc du désordre sahélien. Donc c'est extrêmement complexe, parce qu'il y a des manipulations. Et donc, à mon sens, il y a 3 types d'acteurs principaux. Il y a un axe que l'on pourrait qualifier de business. Il faut l'identifier avec précision, mais ce sont des acteurs divers qui sont attirés par cet espace de fragilité et qui s'allient avec des forces locales afin de tirer tout simplement bénéfice du désordre. C'est un peu la criminalisation des acteurs économiques. C'est de la criminalisation financière. D'accord. Ce sont des gens, donc on voit déjà que les facteurs de tension qui secouent le Sahel sont dopés par des flux financiers. Mais c'est extrêmement complexe à analyser. Donc, ça, à mon sens, c'est la circulation financière criminelle qui est le premier axe. Le deuxième axe, derrière lequel se cache le terrorisme, c'est tout simplement l'axe politico-énergétique. Il ne faut pas oublier que l'arc sahélien, qui est une zone donc, de vulnérabilité, qui est sous-défendue, mais qui attire toutes les convoitises du fait des richesses de son sous-sol. On parlait justement du jeu de Go, du jeu géopolitique opposant les Chinois aux Américains. À mon avis, l'arc sahélien va polariser ce jeu-là. On le voit bien avec le Soudan, le Tchad, etc. Eh bien, à mon sens, au sein de cet axe, ce sont des acteurs qui sont en mesure de disposer à un niveau énergétique, au niveau des matières premières, donc de leviers extrêmement puissants. Ce sont des cartels, il y a les grandes majors pétrolières qui se positionnent, et donc ce sont des acteurs très puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens. Ils ont des moyens de corrompre, ils ont les moyens de créer des leurs, ils ont les moyens de posséder une armée privée, ils ont les moyens d'armer des rébellions. On l'a vu avec Areva, par exemple, et les Touaregs, et des dissidences. Donc leur capacité d'action est extrêmement puissante et significative dans la région. Et derrière ces cartels, il y a bien évidemment des États qui les soutiennent. Donc à mon sens, la menace terroriste au Sahel est amplifiée par ces États, voire potentiellement nourrie par certains États, afin de justifier leur positionnement économique et militaire au sein de ce couloir stratégique qui relie l'Atlantique à la mer Rouge et qui permettrait le contrôle à la fois des richesses de son sous-sol, mais également le contrôle des richesses du Maghreb et des richesses du golfe de Guinée. Et qui, à mon sens, ont intérêt dans une certaine mesure à alimenter le spectre d'une menace pour justifier leur implication et leur positionnement au sein de cet espace qui est, j'appelle ça ce couloir qui est jugé stratégique. Oui, ils ont intérêt.
fondamentalement. D'accord, justement. D'ailleurs, si on analyse à l'échelle mondiale, l'extrémisme musulman a toujours servi les intérêts américains. Oui, il y a un peu le schéma du chat qui se mord la queue, mais c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que tous ne sont pas alimentés par les Américains. Il y a réellement une nébuleuse criminelle. Il y a réellement des acteurs qui, tel un nodule, et là c'est des réseaux mafieux locaux, qui, tel un nodule, c'était justement mon troisième axe, se greffent sur un corps malade, c'est-à-dire sur l'échiquier tourmenté sahélien. Et eux adoptent une rhétorique al-qaïdiste, afin de brouiller les cartes d'intelligibilité. C'est-à-dire que eux adoptent effectivement la rhétorique Al-Qaïda parce que ça fait bien, parce que ça légitime, parce que ça donne un certain crédit sur la scène internationale. Et ces gens-là ne font tout simplement que du trafic d'armes, de véhicules, de cigarettes, d'êtres humains, etc. Et bien évidemment le trafic de drogue, qui connaît une montée en puissance extrêmement puissante en Afrique de l'Ouest et au Sahel, en provenance des cartels colombiens. D'accord. D'Amérique du Sud. Donc, que les Algériens s'équipent en matériel moderne pour lutter contre ces groupes criminels, je trouve ça parfaitement légitime et nécessaire. C'est-à-dire, nous avons intérêt même. Tout le voisinage de cet océan sahélien a intérêt à se fédérer pour lutter contre ces mouvements criminels. Par contre, je les appelle bien mouvements criminels. Je ne les appelle pas terroristes islamistes. Par contre, je pense que la stratégie algérienne est la bonne, c'est-à-dire qu'ils ont raison, et on le voit depuis le mois d'avril. Il y a un regain d'intérêt extrêmement puissant de la part des Algériens pour la sécurisation de la bande sahélienne. On a vu, il y a eu donc la réunion des ministres des Affaires étrangères au cours du mois d'avril, au cours du mois de mars, pardon, le 16 mars. Ensuite, le 4 avril, c'était la réunion des chefs des services de renseignement. Ensuite, ça a été la réunion donc des chefs d'état-major, la création d'un QG, d'un quartier général à Tamanrasset, conformément aux accords de Tamanrasset de mi-août. La volonté donc de sécurisation à travers le renforcement des patrouilles mixtes, etc. Donc il y a une réelle volonté algérienne, je le répète, de prise en charge à travers le voisinage de la sécurisation de cette bande pour lutter contre la criminalisation et éviter, et à mon sens, là c'est l'un des axes principaux de la stratégie algérienne, éviter à tout prix la militarisation et donc éviter surtout à tout prix, l'ingérence étrangère, c'est-à-dire le positionnement d'une puissance étrangère, le positionnement militarisé d'une puissance mondiale étrangère dans son voisinage. Je pense que déjà il va falloir parler de plus en plus non plus de simplement Maghreb, mais d'entité maghrébo-sahélienne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus appréhender géopolitiquement le Maghreb en faisant l'impasse sur sa profondeur stratégique, sur sa ceinture de sécurité du Sud, qu'est l'arc sahélien. Donc je pense on parlera de plus en plus, dans les années à venir, de l'entité géopolitique maghrébo-sahélienne. Ça c'est une chose. Donc il va y avoir une certaine, entre guillemets, fédération des risques, c'est-à-dire et des vulnérabilités, qui risquent de s'amplifier. Il est vrai que, je pense, mais votre question est extrêmement complexe, je pense que l'échiquier demeurera tourmenté. Il demeurera tourmenté à la fois du fait de les diverses rivalités entre riverains et des rivalités entre maghrébins, d'une part. Donc le Maghreb continuera, à mon sens, à se positionner en non-acteur dans sa propre région, ce qui est un non-sens stratégique pour moi, dans le cadre d'un monde où justement le régionalisme, la régionalisation est une tendance lourde et est un acquis à l'échelle économique, politique et géopolitique. C'est une question qui est, entre guillemets, tranchée et indiscutable. Je pense que ça va perdurer du fait du conflit donc sahraoui, bien évidemment. Donc le Maghreb continuera à se poser en non-acteur dans sa région, ça va devenir donc un acteur fragilisé par des tensions internes, et ça va devenir
fragilisé à la fois donc par des tensions internes, mais également des tensions de voisinage du fait de la déstabilisation de l'arc sahélien. Ensuite, ça va être un acteur convoité, et de plus en plus convoité. Donc ça va encore plus diviser ces acteurs, les États maghrébins, et de plus en plus fragiliser cet espace. Donc j'aurais tendance à dire que, à l'échelle de 5 ans, je suis plutôt pessimiste. Je rajouterais un acteur, moi. Oui, ça sera Je l'Europe. dirais que non, je dirais que l'Algérie doit jouer un rôle qui est de pondération et d'équilibre dans sa région. Je pense qu'il est temps que l'Algérie, qui est un grand pays, assume son rôle, qui doit être un rôle mesuré. Je pense qu'il faut qu'il y ait un changement dans les orientations géopolitiques à l'échelle régionale. Je m'explique, hein. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, la course à l'armement à laquelle se livrent les Algériens traduit beaucoup plus davantage une faiblesse qu'une force. C'est-à-dire que derrière cette course, je pense que le gouvernement, les autorités algériennes se sentent menacées en fait dans leur existence et dans leur subsistance, du fait d'un relatif manque de légitimité, mais qui est historique hein, de toutes les manières. Donc, je pense que tout ça doit changer. Le peuple algérien est un grand peuple, il a les moyens, il a parfaitement les moyens de rayonner sur la scène maghrébine et méditerranéenne. C'est là où je voulais introduire un nouvel acteur, c'est-à-dire que je pense que la rive sud doit parvenir à un certain niveau de concertation, de coordination quant à ses intérêts en Méditerranée également. D'accord. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire au lieu d'être divisés dans nos relations avec l'Union européenne, nous devons au contraire parvenir à nous élever, à transcender nos différends, nos querelles, qui sont des querelles enfantines finalement, pour parvenir à un certain degré d'appréhension d'intérêts en commun, d'intérêts en partage avec la rive nord, afin de valoriser le théâtre méditerranéen. Donc je dirais que la question américaine et chinoise intervient sur un second plan. La priorité, c'est nos relations, en tant que maghrébins, avec le flanc nord de la Méditerranée. Assumons cette mer que nous avons en partage. L'Union européenne, par exemple, doit cesser ses dérobades et doit assumer tout simplement la création d'un État palestinien viable, doit condamner les agissements israéliens qui sont outrageux, qui sont... Enfin, il n'y a pas forcément de qualificatif, mais à mon sens, l'Union européenne doit s'ériger en acteur en mesure d'assumer ses responsabilités historiques et donc de se constituer en partenaire crédible à l'égard de la rive sud. Mais la rive sud doit également elle-même assumer ses divisions. Il ne s'agit pas de tout rejeter sur la rive sud et il ne s'agit pas de tout rejeter sur la rive nord. Eh ben écoutez, donc actuellement je suis, comme je vous l'ai dit, donc à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. J'enseigne également donc la géopolitique dans différents cercles en Tunisie, notamment au sein du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Je poursuis donc également mes recherches et mes écrits dans différentes revues, à la fois tunisiennes et françaises, sur l'espace sahélo-saharien, et puis d'une certaine manière l'Afrique en règle générale. Mais je me focalise surtout sur l'arc sahélien, qui est à mon sens un point névralgique. Bah, écoutez, nous devons étudier en tant que maghrébins. Les auditeurs pourront aussi retrouver vos chroniques sur realpolitique.tv, où vous faites régulièrement des chroniques vidéo. Vous expliquez les enjeux géopolitiques dans la région du Maghreb et du Sahel. Merci. D'ailleurs, j'ai écrit en 2005 une monographie sur ce sujet au sein du Collège de défense de l'OTAN à Rome, qui est accessible sur leur site ou dans les bibliothèques. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et
Bon courage. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Merci.